Hola, bienvenidos a otro día de Diálogos de Cocina. Yo me llamo Estefanía Simón, trabajo aquí en Basque Culinary Center. Un par de cositas en castellano antes de comenzar. Recordarles que hay traducción simultánea, clicar el botón. Y luego también decirles que pueden dejar sus comentarios en castellano y nosotros podemos transmitirlo al chef en francés. El resto de la charla será en francés. Entonces, comenzamos. J'ai le grand plaisir et la grande responsabilité de vous présenter un chef qui n'a pas besoin d'introduction, l'icône et pionnier Michel Brasse. Donc, je vais le présenter d'une façon personnelle. Quand j'étais une jeune apprentie de cuisine à Caracas, mon premier job a été chez un traiteur. J'ai passé mes après-midi à confectionner des petits morceaux en miniature des préparations que je connaissais, des recettes traditionnelles de différentes parties du monde et des fois mélangées dans un truc qu'on appelait cuisine fusion. Le job était dynamique, je m'amusais beaucoup, mais pas nécessairement stimulant de rêverie. Pour cette raison, je me demandais si je voulais vraiment suivre un chemin professionnel dans la cuisine. Un jour, à la fin d'une longue journée de travail, ma chef m'appelait dans son bureau. La scène est un peu idéalisée, je pense, mais je me rappelle que l'espace était sombre, avec une raie de lumière projetée sur la table, qui illuminait un livre ouvert sur une page. Cette page montrait un fond blanc immaculé avec des légumes de toutes les couleurs, textures, coupes. Une image captivante. Mais comme le gargouillou n'a pas besoin d'introduction non plus, je continue. C'est à ce moment que j'ai décidé de marcher sur ce chemin de la gastronomie, il y a 15 ans. Ma perception du métier a été totalement bouleversée. C'était une révolution personnelle occasionnée par une capsule d'une pensée de juin 1978. Mon expérience personnelle, j'ai appris après, était aussi une expérience collective des nombreux de cuisiniers de façon intergénérationnelle. Michel et la maison Brasse ont donné une voix aux cuisiniers curieux du monde, voyageurs, avides de lire sur tous les sujets, avec des intérêts divers, avec la soif de partage et de l'échange. Et spécialement, ils ont donné une voix aux apprentis cuisiniers, en leur donnant une place humanisée dans son restaurant. Son héritage est donc immense et continue à se réverbérer dans des cuisines du monde. On a aujourd'hui le plaisir de partager avec lui dans un dialogue intergénérationnel sur héritage, mais surtout sur le futur. Sans délai, Michel Brasse. Bonjour. Bonjour. Merci Stéphania pour ces éloges. Je ne sais pas si je mérite tout ça. C'est sûr. Donc, vous m'écoutez, je pense, tous là? Oui, on vous écoute. Bon, je vois personne, c'est un peu désolant, mais on va essayer de causer, d'échanger. Donc, ce que je voudrais dire, bon, on vit une période un peu spéciale en ce moment. Ouais. Tu veux traduire, Stéphania? On a déjà la traduction simultanée, donc il ne faut pas s'arrêter. Okay. Oui. Excusez-moi. Donc, on vit une période un peu spéciale, et alors donc, j'aurais envie de dire que le pessimisme nous condamne à rester spectateurs. Donc, moi, j'aurais envie de me projeter dans, pas le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Je pense que la Covid nous a permis de nous poser d'autres questions et de nous projeter sur une nouvelle dimension humaine qu'on avait un peu perdue. Donc, peut-être je vais en revenir aux jeunes après. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que le monde est revenu à des bases de sociabilité qui sont pour moi importantes. C'est-à-dire qu'on a redécouvert le plaisir de partager une table. On a redécouvert qu'est-ce que c'était que la famille. Et je trouve que c'est des choses très importantes. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je trouve qu'un jeune cuisinier aujourd'hui, il a des atouts que moi, je n'ai pas eu à mon époque, qui n'ont pas été faciles. Or, les atouts qu'il peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un public qui est très réceptif à une bonne cuisine, qui sait l'apprécier. On n'a jamais eu des producteurs qui ont fait tant d'efforts pour qu'on ait des produits qui soient fabuleux, qui soient bons. Et au-delà de ça, si vous voulez, on a eu une approche technique de la cuisine qui nous a permis
d'ouvrir des horizons sur les transformations d'aliments, avec les dérives qu'il peut y avoir. Mais ça, on peut peut-être l'évoquer un peu plus tard. Une autre chose aussi, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui a une ouverture au monde que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'étais jeune. Je l'ai eu beaucoup plus tard. Et voilà. Alors après, une chose que je trouve aujourd'hui, c'est que les cuisiniers, je vous trouve très intelligents, je vous trouve très ouverts. Vous avez une approche du métier qui me transcende. Vous mettez beaucoup de sens à votre passion, parce que pour moi, c'est avant tout de la passion. Avant, quand on faisait le métier de cuisinier, c'était pas forcément ce qui nous conduisait, c'était plus c'était une manière que les parents avaient de nous ranger dans une case. Bon, si tu sais pas faire, si tu ne sais pas quoi faire, eh bien, rentre en cuisine, tu mangeras toujours à ta faim. Voilà. C'était un peu la chanson de l'époque. Donc, comment j'aborde le sujet là? Je ne sais pas, Stéphania. Vous voulez que j'en parle de quoi après exactement? Que je me colle sur le schéma que vous m'avez communiqué? Bon, je vais introduire quelqu'un d'autre à la conversation. Je vais vous présenter à mon ami Paul Contreras. Oui, il est là, vous le voyez? Ah, je le vois, oui, avec la casquette verte, c'est ça. Donc, je présente Paul. Il l'a pas mis dans le bon sens, hein, c'est pas dans l'autre sens qu'il faut la mettre. Oui, il n'est pas fashion, quoi. Ah, Paul est un vieux ami à moi, mais aussi c'est un cuisinier émergent. Il travaille. Écoute-moi, Stéphania, c'est pas très gentil de dire vieux ami. Ah bon, vieux. C'est un. Il n'est pas vieux. Un ancien ami. Bon. Mais je vais me présenter, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Bon, on se connaît depuis longtemps. Donc, voilà, je préfère. Paul est un chocolatier émergent. Il commence à faire des chocolats super créatifs ici en Espagne et bon, en distribution un peu partout. Et aussi, il va faire la première génération de El Bulli comme fondation. Donc, c'est lui qui nous rejoint à la conversation et je voulais te donner la parole, Paul, pour peut-être commencer le dialogue avec Michel. D'accord. Salut chef, Arratsaldeon, Eskerrik asko. Salut, j'ai dit salut chef, mais je ne sais pas si vous préférez de vous appeler Michel, chef ou… Alors, je vais faire peut-être une petite aparté. Moi, je trouve que le métier de cuisinier, pour moi, c'est pas un métier. Bon, on pourra parler de l'approche que j'ai moi du métier de cuisinier. C'est une passion. Je suis habité par la cuisine du matin au soir et j'ai envie de partager avec ma passion de cuisiner. Cuisiner, c'est du cœur. Donc, le cœur, ça se commande pas. C'est pas oui, chef. Moi, j'ai fait l'armée. Ça m'a un peu traumatisé. Donc, c'est un métier où il y a du cœur, il y a de la sensibilité. Si tu m'appelles Michel, on aura un autre rapport que si tu m'appelles chef. Voilà. Ça marche. Non, moi, je dis toujours chef parce que moi, je travaillais, ça fait 10 ans à Paris, chez Fauchon, et c'était toujours oui, chef, oui, chef, oui, chef. Bonjour, chef, au revoir, chef, vous permettez, chef, oui. Mais c'est vrai que c'est un rapport différent. Moi, il y a quelques questions que j'aimerais bien de vous faire parce que il y a des trucs par rapport aux jeunes. Qu'est-ce que vous apprenez avec les jeunes? Parce que je sais que dans votre restaurant, vous avez beaucoup de stagiaires et vous n'avez pas le statut de chef comme dans l'état militaire. Alors, vous êtes différent et vous écoutez d'une façon différente aux jeunes, aux stagiaires. Je voudrais savoir un peu la relation que vous avez avec eux. Et moi, quand ils viennent chez moi, je veux avoir une relation de père à fils. Alors, sachant qu'encore, moi, je suis grand-père maintenant. Mais donc, ce que j'ai envie de venir, ce que j'ai envie de communiquer aux jeunes quand ils viennent chez nous, c'est ma façon, c'est exprimer comment je suis rentré dans ce métier. Moi, je suis rentré dans ce métier pour moi parce que ça a été le moyen. Moi, je voulais faire une carrière scientifique. Je ne voulais pas du tout faire la cuisine.
c'est suite à des problèmes liés, enfin, familiaux ou autres, que je suis rentré dans ce métier parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Et ce que j'ai retrouvé, si vous voulez, dans la passion de cuisiner, pour moi, ça a été un support pour faire une écriture. Comme toi, le chocolat de main, comme un peintre avec un tableau, comme Soulage que j'aime beaucoup, comme de la musique. C'est un moyen d'exprimer ce que j'ai dans mon cœur, ce que je vois au matin, ce qui m'émerveille chaque jour. C'est ça. Donc, quand les jeunes viennent chez nous, j'ai pas envie, s'ils veulent de la technique, on a le net, on a plein de livres, on a tout ce qu'il faut. J'ai envie que lorsqu'ils viennent chez moi, ils recueillent un peu comment je vis et comment, à travers ma vie, on peut exprimer quelque chose dans une assiette. Merci beaucoup, Michel. Oui, vas-y. Après, il y a une autre question. Que tout le monde peut être cuisinier. Mais être cuisinier, qu'est-ce que cela signifie? Franchement, pour les jeunes aujourd'hui. Cuisiner, c'est aimer l'autre. Alors, si tu veux, si tu fais la cuisine pour, comment expliquer ça? Si c'est pour du profit, c'est pour exister médiatiquement ou autre, bon, il vaut mieux changer. C'est pas un métier de cuisinier. Moi, comment expliquer ça? Moi, j'accorde beaucoup d'importance au mot. Donc, cuisiner, il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est soit, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est un moyen d'écriture ou c'est du business. Moi, si ça avait été du business, je serais monté à Paris dès mon jeune âge, alors que je n'ai jamais voulu monter à Paris. Pour moi, il n'y a pas la notion de profit qui est derrière. C'est que j'ai envie d'exister par ce que je suis. C'est un parcours. Ça n'a pas été tout le temps facile. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais comment exprimer tout ça? C'est vrai que le cheminement qu'on a pris, moi je suis en train d'écrire un livre qui sortira à la fin de l'année prochaine. Ce n'est pas un livre de cuisine. Et le titre, c'est Cheminement. Je veux expliquer à mes petits-enfants, puisque j'ai la grande qui a 20 ans, ils voient un papy aujourd'hui qui a une certaine reconnaissance internationale, qui a un certain savoir, qui a une culture. Et je veux leur expliquer que tout ça, ça se construit par une vie, par un pas à pas. Il y a des jours tu fais 3 pas, il y a des jours que tu recules de 5, tu es désespéré. Mais bon, tu t'accroches et tu repars. Et c'est tout ça que j'ai envie d'expliquer. Parce que si tu viens, si tu prétends, ça c'est le défaut de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'à 25 ans, il n'y a que des chefs de cuisine. Il n'y a que des maîtres d'hôtel. Ben, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, à 75 ans que j'ai aujourd'hui, j'en apprends encore. La vie, c'est un cheminement. Et c'est comme ça qu'il faut la concevoir. Sinon, si à 25 ans, tu te prétends être un cador, tu es grillé. Et ça se passe beaucoup d'ailleurs, non? Oh là là, mon Dieu. Des gens qui changent de métier à 30, 35 ans parce qu'ils ne peuvent plus. Oui, tout à fait ils se sont grillés. Ils se sont grillés. Et alors, il y a une notion, tu sais, il y a un poète chilien que j'aime beaucoup, c'est Pablo Neruda. Et il a dit une chose, et c'est ce que je dis à mes petits-enfants aussi. Moi, chaque matin, je suis un petit enfant. Ah, tiens, aujourd'hui, le soleil comme ça, il y a de la neige, tiens, les oiseaux. Tu vois, alors il y a une phrase de Pablo Neruda que je vais t'exprimer. L'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant. Mais l'homme qui ne sait pas jouer a perdu pour toujours l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera à jamais. Donc, si tu veux, c'est cette nation d'émerveillement que tu dois avoir aujourd'hui, demain et après-demain. Sinon, tu es grillé. Ça, c'est vrai, mais des fois, je pense que à l'époque où on vit maintenant, et c'est l'information que tu donnes aujourd'hui, demain, c'est déjà nul, c'est déjà passé, non? Il faut une nouveauté, et une autre nouveauté, non? Et dans ces cadres-là, comment pensez-vous que votre carrière ou votre cheminement aurait été différent si il aura commencé en 2021? Oui, mais bon, la différence, oui, c'est vrai que le net aujourd'hui, bon,
on zappe en permanence. Je le vois avec mes petits-enfants. Moi, j'ai une faculté à m'émerveiller, à être dans le contemplatif. Moi, je me suis retrouvé beaucoup dans la course à pied. J'ai fait mon dernier marathon il y a 2 ans. J'ai couru pendant 50 ans, 4 fois par semaine. Et donc, c'est dans ces moments-là, et donc on peut avoir d'autres échappatoires. Moi, je parle de la course à pied, ça peut être le vélo, ça peut être 1000 choses. Ça peut être du yoga, ça peut être, je ne sais pas. C'est dans ces moments-là, si tu veux, que j'arrive à refaire un peu le vide en moi et me recadrer sur sur la nécessité du jour. Ça, c'est un conseil super value, je pense, pour des jeunes comme des moyens âgés, comme pour tout le monde. Mais tu sais, Stéphanie, pas cette année, mais il y a 2 ans, bon, on fait le Noël à la maison. Et donc, j'avais fait une blague à nos petits-enfants avec mon épouse. On leur avait offert une boîte pour déposer le mobile quand tu arrives à la maison. Chez papy et mamie, il y a une boîte. Tu poses ton mobile et puis, hop, c'est fini. Tu n'es pas là en train de zapper et tu participes à des conversations. C'est génial ça. Et dans ce sens, je pense que vous avez parlé des trucs grillés et je m'identifiais dans un sens que je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui ont fait un parcours de 15-20 ans et après tu dis, j'en peux plus parce que des fois la cuisine, surtout en ville, et Paul, tu peux aussi dire ton expérience, la cuisine en ville, des fois tu bosses toute la journée et après tu rentres chez toi, tu dors, et ça recommence, et c'est tout. Donc, des fois, il n'y a pas des espaces comme ceux que vous avouez pour la contemplation, pour... Non, mais ça peut être un film, ça peut être une lecture. Oui, mais il faut savoir se donner des temps, Stéphanie. Oui, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure, si tu veux être riche avant d'avoir commencé, si c'est la notion de profit, moi, je gagne bien ma vie depuis 15 ans. Mais j'étais totalement épanoui par ce que je faisais au quotidien. C'était ça ma richesse. Ça dépend si c'est d'abord ça que tu recherches ou c'est ton épanouissement personnel. Oui, c'est vrai. C'est ça la richesse. Il faut savoir quelle richesse on a envie de choisir. Moi, de toute façon, si je vais dans votre restaurant, j'espère pas de faire 7 heures chaque jour. Si je vais chez Michel Bras, je m'en fous si c'est 12 ou c'est 10 ou c'est 13 heures parce que j'ai ma tête que je vais aller à l'Aubrac, chez vous, et je vais apprendre beaucoup. Alors, oui, alors, ça c'est… Oui, alors, Paul, quand tu parles de l'apprentissage, bon, ça change un peu, mais il faut savoir que dans l'État un peu célèbre, il y avait des abus quand même. Et ça date depuis un certain temps. Il y avait des jeunes qui rentraient pour avoir un CV avec un nom prestigieux où ils faisaient le même geste pendant 3 ans. Ça, je ne l'accepte pas. Pour moi, c'est de l'esclavage. Mais littéralement, c'est de l'esclavage. Nous, les gars qui viennent chez nous, eh bien, ils passent par tous les postes. Quand ils viennent faire la cueillette au jardin, on boit le café ensemble à la maison. Moi, je veux qu'il y ait de l'humanité. Et puis aujourd'hui, quand tu parles des heures, ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce que j'exprimais tout à l'heure au préalable, je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui a une ouverture d'esprit meilleure qu'à mon époque. Je n'ai pas peur de le dire. Moi, je me suis fait par le temps. Ma culture et tout ça, je l'ai acquis au fil du temps. Ça a duré un certain temps. Je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse a une ouverture d'esprit énorme. Mais il faut leur donner quand même le panel, les créneaux horaires pour qu'ils puissent abonder dans ce schéma-là, dans cette culture. Sinon, ils vont s'écœurer. Il faut l'alimenter. Bon, et dans ces cadres-là, vous parlez de donner de l'aperture pour que les jeunes peuvent trouver leur chemin et on est très intrigués et bon, on est très étonnés de la nouvelle quand vous avez dit « je rentre, j'ai mes 3 étoiles Michelin ». Je pense qu'il nous a tous choqués parce qu'on n'avait jamais entendu. Et après ça, on a dit « qu'est-ce qu'il va faire de cette action ?» Et on voulait savoir un peu plus c'était quoi la démarche derrière et comment vous pensez que la Maison Brasse donne un chemin au futur pour les jeunes avec ces décisions si radicales.
Bon, ça, c'est la décision de Sébastien, mais je la conçois tout à fait et je la comprends. C'est-à-dire que quand tu es dans cette course à la reconnaissance, tu n'es plus toi-même à un moment donné. Tu rentres dans des schémas et tu sais très bien, il y a eu des critiques célèbres en Espagne, hein, je ne vais pas citer les noms, où on savait ce qu'il aimait et tu faisais des recettes, des cuisines, tu montais des assiettes dans une expression qui lui convenait. C'est pas ça. Genre, depuis tout à l'heure, je dis que la cuisine, ça doit être toi, c'est ton expression. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Stéphanie? Oui, c'est magnifique. Je veux dire, je suis en train de réfléchir, mais il faut qu'on continue. Donc, Moi, oui. j'aime bien, Sébastien, pardon. pardon. Oui, Moi, j'aime oui, bien vas-y. la décision de Sébastien d'être ton fils, d'arrêter avec les étoiles, avec la pression d'être là à la compétition tout le temps. Et c'est une décision, mais très, très, très difficile. Parce que je ne sais pas comment dire ça. Putain, mon père, il a eu 3 étoiles et moi, je vais casser Non, tout mais ça. c'est pas difficile dans le sens. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quelle est Paul, quelle est la plus belle récompense que tu vas avoir avec la boutique que tu vas ouvrir? C'est d'être sur le podium du meilleur chocolatier ou d'avoir les yeux de tes clients qui pétillent d'étoiles et qui viennent et qui Je reviennent. pense que c'est avoir la bonne heure et pouvoir payer pouvoir payer toutes les factures chaque mois. Et tu sais, enfin, moi, je n'ai pas les courriers là, mais moi, j'ai reçu des courriers qui m'ont complètement bouleversé, où il y a des clients qui ne venaient pas pour les étoiles, mais qui venaient pour l'accueil qu'ils avaient à la maison. C'est ça qui compte. Ouais. En fait, je voulais... Pour le bonheur que tu leur offres. Comme on disait tout à l'heure au préalable, avant qu'on soit en ligne, on est des marchands de bonheur, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez fait ça avant la Covid. Alors, on avait oublié le client local. Et maintenant, le client étranger, il est mort. Alors, pour vous, ça a été bon, hein, parce que vous avez arrêté avec les trois macarons Michelin. Et je pense que vous avez... Bon, vous êtes fermé maintenant, je pense. Mais oui, on est en ça train doit de être prendre bon les pour réservations. le client local. Mais l'année dernière, et même l'année d'avant, à la suite de la décision de Sébastien, on n'a jamais autant travaillé, on travaille comme avant. Parce que quand ils viennent chez nous, ils viennent pour un accueil, pour une architecture, pour une cuisine, ils viennent pour un pays, ils viennent pour tout ça. Ils ne viennent pas parce que sur le fronton, il y a 3 étoiles. Je pense un peu au fil de ça. Dans les dernières années, il y a un mouvement, disons, pour bouleverser tout, non? Les droits des personnes qui ont été moins regardées dans la société. Et aussi, il y a un mouvement pour faire un peu de visibilité sur la santé mentale et des problèmes de dépression et, bon, être grillé, comme vous l'avez dit, en cuisine. Je voulais savoir un peu comment vous voyez ce thème et comment on peut rapprocher un collègue, peut-être en cuisine, qui a des problèmes d'être bien dans soi-même, dans sa peau. Il faudrait que tu précises ta question, Stéphania. Là. Bon, moi, oui. je suis près des hommes, alors bon, il n'y a pas de problème en soi. Oui, bon, je voulais dire que des fois, la cuisine, on est dans un rythme si rapide, avec des étoiles, avec la presse, avec tout ce qu'il y a autour que vous avez précisément rejeté. Mais il y a autant des autres qui sont encore dans cette compétition. Et comment on peut peut-être donner une main amicale aux compagnons de travail, de cuisine, qui peuvent avoir des problèmes sur cette pression de performance, d'être dans un restaurant étoilé. Est-ce que je m'exprime bien? Je ne comprends pas tout à fait, mais bon, moi j'ai une relation qui est peut-être un peu spéciale. Mon âge me permet d'avoir des relations assez privilégiées avec les jeunes. Ils me prennent un peu pour leur grand-père ou pour leur père. Donc, j'ai une relation assez étroite, assez familiale. Mais dans la mesure où tu es à l'écoute, parce que souvent, dans ces grandes écuries d'avant ou encore il en existe aujourd'hui, le jeune n'a pas sa place. On ne l'écoute pas. Il faut être à l'écoute. C'est comme un papa avec ses enfants, oui, une maman. Hein.
Si tu les écoutes pas, si à table tu dis tais-toi, mange ta soupe, à un moment donné, il faut qu'il y ait du dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, c'est fini. Oui, vous avez répondu ce que je voulais dire, oui. Donc, c'est en fait réhumaniser la cuisine en commençant par les apprentis qui sont là et comme vous avez dit, des fois, Eh bien, c'est on comme... commence par les humaniser, à lui dire ben, tu m'appelles pas chef, tu me dis moi c'est Michel et toi c'est Paul, tout simplement. Bonjour Paul, bonjour Michel. T'as bien dormi? Ok. Ta casquette, tu l'as mis à l'envers. Tu vois, enfin bon, voilà. Oui, On peut c'est être ça. exigeant dans son travail, mais à un moment donné, il faut savoir lâcher un peu de lest pour avoir le petit mot. Moi, quand j'ai les filles qui viennent au jardin le matin, bon, les équipes, ils viennent ça dépend des jours, mais quand j'ai des filles, je leur offre une fleur quand elles prennent le café, tous les jours. Si tu veux garder ta femme ou ta copine, Paul, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tous les jours, une petite attention. Ce n'est pas les grandes déclarations, c'est les petites attentions au quotidien. Et pour les jeunes qu'on a dans les cuisines, c'est ça. C'est un regard, s'intéresser au travail qu'il fait, lui dire, oh, tu as l'air triste aujourd'hui, tu as des problèmes familiaux. Enfin, c'est ça, c'est humaniser. Voilà. J'ai bien appris ça en France, ça fait 10 ans quand j'étais chez Fauchon à Paris. Et chaque jour, quand on commençait la journée, on donnait la main à tout le monde. Et à la fin, on allait au premier étage, au chef. Bonjour chef, ça va? Oui, bonjour chef. Bonjour Paul, ça va? Ça a été bien hier la journée, tout ça, Ça, j'ai jamais vu ça ici en Espagne. Et un truc que ça m'a fait la tête, c'est le premier jour quand j'ai commencé chez Fauchon, j'ai vu un petit de 14 ans qu'il faisait ses essais pour voir s'il aimait ou pas la pâtisserie. Mais de l'école, avec 14 ans, ici en Espagne, tu ne peux pas faire ça. Tu commences à l'âge de 16 ans si tu as envie, mais tu commences déjà. Mais en France, je pense que c'est à 14 ans que tu as le droit d'essayer si tu aimes la cuisine ou la pâtisserie, Non, être apprenti. Tu confonds peut-être parce que je sais que quand les enfants sont en troisième au collège chez nous, ils ont une semaine dans l'année où ils peuvent côtoyer une profession pour laquelle ils auraient des aspirations. Mais c'est juste ça. C'est juste une semaine d'immersion dans une profession qui serait censée t'intéresser. Moi, j'ai une petite fille qui est intéressée par l'architecture d'intérieur, donc je l'ai envoyée une semaine chez un architecte que j'aime bien pour qu'elle se fasse une idée de ce que c'était le métier en question. Oui. Ça, c'est très intéressant pour les jeunes parce qu'ici, on finit l'éducation obligatoire aux 16 ans. Et tu fais le bac pour aller après à l'université ou tu fais la formation professionnelle. Mais ça, j'ai bien aimé de la France, Oui, je comprends ce que tu la veux façon dire. des études. Il y a Les des études de cuisine. Oui. Il y a des commentaires sur ceux qui nous joignent. Il y a quelqu'un qui répond à ton commentaire, Paul, de dire je vais travailler 15 heures et après Michel qui a dit il pense que c'est de l'esclavage. Il dit peut-être c'est un peu un syndrome de Stockholm. Donc tu commences à être amoureux avec ton kidnappeur. Et dans ce sens-là, je pense oui, bon, et je pense nous, parce qu'on n'est pas les jeunes, Paul. Bon, je ne veux pas dire les vieux amis parce qu'on a déjà dit que ça ne rendit pas, mais oui, bon, il l'appelle, les plus jeunes qui nous rejoignent l'appellent le syndrome de Stockholm. Et je pense que la question, en fait, c'est de dire si ce système de travailler 15-16 heures et être là tout le temps et travailler beaucoup, c'est pas intéressant pour vous. Quel autre système alternatif pouvez-vous imaginer, Michel, et peut-être Paul, toi aussi, tu peux faire un peu de brainstorming pour celui qui envoie la question. Non, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on entend, Stéphania, par travailler. À un moment donné, il y a de la production. Bon, s'il y a de la production, ça peut se caler sur 7 heures. Mais moi, je travaille 24 sur 24, enfin pas tout à fait, 20 sur 24, je ne dors pas beaucoup. Au pied du lit, j'ai un livre toujours de cuisine ou un livre de philosophie, mais c'est ma manière de me nourrir et de travailler. Il faut distinguer, Paul, il y a deux choses. Il y a la production et il y a la capacité à se nourrir
de notre univers pour mieux s'exprimer demain. Oui, mais disons, il y a aussi des gens qui disent que vous pensez-vous de restaurants qui fonctionnent en coopérative ou des modèles, disons, alternatifs à la hiérarchie escoffierienne de le chef et la production. Et bon, je ne veux pas dire, mais peut-être un peu un modèle exploitatif de restauration que vous avez déjà dit une fois et de nouveau que vous trouvez, c'est pas la voie. Moi, j'abonde pas dans ce sens-là, mais bon. À chacun sa vie, hein, à un moment donné. À chacun sa vie. Oui, donc, oui. Pardon, j'ai pensé que vous allez parler un peu plus. Bon, donc, on continue. Alors, sur l'exploitation, c'est passé. C'est pas le schéma de Michel. Mais, disons alors, si vous êtes un apprenti de cuisine aujourd'hui, à quoi recommandez-vous de concentrer leur énergie? Je crois qu'on l'a abordé, ça. D'abord, je crois que, bon, au jour d'aujourd'hui, on a quand même une société qui nous a ouvert à des portes de connaissances, de technicité. Non, je pense, comme je l'exprimais tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, un jeune, bon, ça dépend à quel âge tu le situes, mais à un moment donné, bon, il y a un apprentissage qui est indispensable. Bon, avant de couper les pommes de terre, il faut savoir les éplucher. Hein. C'est une image, mais je pense que c'est un jeune. Je pense qu'il faut qu'il prenne que dans sa vie, il est, on va dire, je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, mais il y a une période de travail, de production, il y a une période où il va se cultiver, et puis il y a une période pour son plaisir. Alors, sachant que le plaisir et la culture, à un moment donné, ça peut être mêlé, c'est ce qui est mêlé pour moi. Je pense qu'il faut qu'il s'ouvre au monde, le jeune. Il ne faut pas qu'il reste englué dans de ce qui se passait avant dans les cuisines, où il était dans la production pure et simple, et quand il avait terminé sa journée de labeur, il ne pouvait ne s'ouvrir à rien et ne rien faire de correct. Merci. Et bon, désolé, je voulais juste peut-être, on a reparlé de même chose, mais je trouve très intéressant comme vous avez fait des différents pas ou des étages de l'apprentissage. Je trouve ça beaucoup, il y a beaucoup de valeur sur cette démarche que vous avez fait. Et dans ces cas-là, dans ce sens-là, on a appris que vous travaillez avec, dans les maisons de retraite ou avec les enfants. Et bon, vous avez commencé à faire un peu de travail social. C'est vrai, c'est bien vrai. Donc, il y a longtemps que je fais ça. Je fais du conseil en agroalimentaire depuis longtemps. Je me suis occupé de personnes en situation de handicap. Je me suis occupé aussi d'accompagner des personnes en fin de vie. Tu comprends ce que je veux dire là? Oui, et donc, j'ai eu des expériences fabuleuses. Et donc, j'ai travaillé pour les EHPAD aussi. Les EHPAD, c'est les établissements qui accueillent les personnes âgées. Et donc, alors, je vais peut-être raconter des expériences. Moi, j'ai eu des expériences, entre autres, dans un hôpital de fin de vie où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, où j'allais là. C'était des personnes qui étaient que sous calmant et qui étaient là. Moyenne du séjour, c'était 14 jours. Et après, bon, il est décédé. Et donc, moi, j'allais dans ces établissements une ou plusieurs fois par an et je faisais la cuisine à même la chambre du patient. J'amenais le vin rouge de chez moi, j'amenais le bœuf de chez moi, mon aligot et je faisais la cuisine devant le patient. Alors, j'ai eu des expériences qui m'ont aiguillé sur des process de mise en œuvre comment on va dire, de formules pour accompagner les personnes en EHPAD. Mettons, si tu veux, je me rappelle d'une personne, c'était une femme d'une quarantaine d'années qui était célibataire, qui était en fin de vie.
Elle était maigre, très maigre. Elle avait du mal à couper la viande. Je la lui ai coupée. Je lui ai aidé à charger la fourchette pour manger et tout. Et 2 heures après, l'infirmière en chef de l'établissement, de l'hôpital, vient me voir. Elle me dit, mais à la personne de la chambre 208, c'était le plus beau jour de sa vie. Elle est en train de partir, de mourir, et elle est en train elle vient de s'exprimer que c'était le plus beau jour de sa vie. Donc, j'ai demandé à l'infirmière en chef, j'ai dit, mais attendez, expliquez-moi, il y a quelque chose qui se passe là. Je n'ai pas tout saisi. Elle me dit, mais vous savez, cette dame, elle était au service des autres, c'était une bonne, on peut dire, une femme toute main, elle était je veux dire, au service d'autres personnes, et aujourd'hui, elle avait quelqu'un qui s'occupait d'elle. Donc, cette notion de service, je l'ai emmagasinée et je vous expliquerai comment je l'ai traduit après. Une autre fois, sur le lit, il y avait, c'était un monsieur d'une 45-50 ans. C'était un mec qui devait avoir fait 3e ligne en rugby, un mec avec les épaules comme ça, tu vois, 90 kilos, 1m80, en fait, voilà, la bête. La bête. Et j'arrive avec mon verre de rouge là, de chez moi, là, qui tache beaucoup. Et je vais pour trinquer parce que je me donnais un peu de prestance, parce que bon, c'était difficile quand même. Quand tu sais que la personne que tu as là et que 3 jours après, elle n'est plus là. Et donc, il me dit, alors il m'appelait par le prénom, Paul, il me dit, Michel, votre vin rouge, je n'ai pas envie. Mais dans l'armoire, là, à gauche, j'ai une bouteille de jus rançon. Attrapez-la et on va trinquer. Donc ça, c'est une notion que j'ai abordée après, c'est la notion de l'interdit. Il était prêt à partir, à quoi bon qu'il consomme un peu plus d'alcool qu'un autre jour. C'était son bonheur, c'était la joie du moment. Une autre fois, je suis dans une unité d'Alzheimer. Et pareil, j'arrive avec mon ballon de rouge, je trinque, et il y avait dans un coin une personne qui était toute chétive, elle était ailleurs. Et je dis à l'infirmière, parce que c'était un groupe de 12 personnes à peu près, je dis, écoutez, l'homme qui est là-bas dans le coin, on ne peut pas l'inviter. Et l'infirmière me dit, c'est pas la peine, il est ailleurs. Je lui dis, écoutez, laissez-moi essayer. Donc, je prends mon verre, et j'en prends 2, et je vais vers lui, et je dis, vous permettez qu'on trinque? Je trinque avec lui. Et d'un seul coup, ses yeux ont pétillé. Il m'a dit, mais c'est du Cahors que vous me servez. C'est un vignoble pas loin de chez nous. Pendant 2 secondes, je l'ai reconnecté avec son histoire. Donc, après tout ce travail, toute cette approche que j'ai eue, je l'ai mis en place après sur une espèce de module que j'ai monté avec un groupe de l'agroalimentaire dans les EHPAD. C'est-à-dire que dans les EHPAD, souvent, par manque de personnel ou par routine, quand on amène le soir le potage à Germaine, on lui sert la soupe comme on servirait, je ne vais pas dire du bétail, mais presque, mange ta soupe, Germaine, point à la ligne. Tandis que j'ai instauré la notion du service de la dame que j'ai dit tout à l'heure. Je viens avec mon fromage, le parmesan, et je le lui râpe. Et je lui dis, Germaine, vous en voulez un peu plus? On a les yeux se croisent. Et il y a un dialogue, même s'il n'y est pas, qui s'instaure par le regard. Et la personne va consommer son potage d'une manière totalement différente. Et avec le 3/4 que je vous disais tout à l'heure, et c'est la notion d'interdit, quand tu as 95 ans ou 85, que tu es un peu plus de sucre ou un peu moins, tu le fais. Enfin, je me lâche, voilà. Waouh, merci beaucoup de partager. Pardon. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à faire ça, à c'est mon cœur. avec des personnes âgées? Tu vois, j'ai fait un travail aussi à la maison, au restaurant, et Sébastien le continue aussi. Chaque année, on consacre un lundi à faire un repas un repas où on invite une association. Et donc, on fait travailler le personnel bénévolement et le fruit, on le vend ce repas. On ouvre les invitations à nos amis, on le vend et le fruit de ce repas, on l'offre à des associations. Et une année, il y a une association qui est par relation qui est venue, c'était une association pour enfants atteints de diabète type 1. Et il y a une maman
qui avait 3 enfants, dont 2 qui avaient ce type de diabète. Quand j'ai vu le calvaire de cette maman pour donner, pour varier la nourriture à ses enfants, ça m'a bouleversé. Et je me suis promis de faire quelque chose. Donc, j'ai rencontré les instances nationales. J'ai été passer 2 jours à Marmande. Vous savez, c'est dans le pays, pas dans le Pays Basque, mais c'est du côté de Tarbes. J'étais à Marmande. J'ai passé 2 jours dans cette colonie de vacances vouée à des enfants atteints de diabète type 1 et j'ai vécu avec eux. Et quand j'ai vu leur vie, qu'à 17 heures, quand ils avaient une chute de glycémie, ils étaient obligés de manger une tranche de pain pour remonter, je me suis dit, Michel, il y a quelque chose à faire. Et donc, j'ai monté, mais bon, avec un groupe de l'agroalimentaire, mais bon, pour eux, c'était la notion de profit qui n'était pas là. J'ai monté des espèces de toppings qui amenaient des compléments glucidiques ou autres pour agrémenter les pâtes de riz, le riz, pour amener un peu. Et donc, j'avais monté ces toppings sur la notion de voyage. Donc, il y en avait qui avaient des produits d'Amérique du Sud, l'autre de l'Inde. Et donc, autour de la table, quand ils faisaient les toppings, qui mélangeaient, qui mettaient ces toppings sur leur nourriture, les enfants, ils voyageaient un peu. Voilà. Et ça leur ouvrait d'autres horizons au niveau de la consommation. Ça leur ouvrait des horizons un peu plus joyeux autour de la table. On vous voit aussi sourire beaucoup quand vous parlez de cette histoire. On vous voit sourire beaucoup. Oui, mais moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Oui, c'est tout à fait. Et ça m'a fait penser, il y a quelqu'un qui demande sur le rôle du chef dans la société. Et ici, à Basque Culinary Center, on a parlé du rôle du chef hors du restaurant des fois. C'est quoi la potentialité du chef hors de porte de son restaurant, surtout en pensant qu'il y aura beaucoup plus de problèmes au futur, disons les projections sur les changements climatiques, la croissance populationnelle, après les pandémies qui ils disent c'est celle-ci la première de plusieurs, disons. Qu'est-ce que le chef peut faire, quel est son rôle dans cette société future? Je pense que ça passe d'abord par être près de ses producteurs et de savoir les mettre en avant, de les encourager, de respecter leur travail, de les rémunérer à bon escient. Et ça part de là. C'est respecter un peu toute la chaîne alimentaire. C'est fantastique, tout à fait. Je me rappelle aller au marché avec vous quand j'étais à l'Aïol et il y avait tous les producteurs du marché qui vous disaient bonjour Michel, et dire c'est lui qui nous a changé notre rapport avec tous les chefs de la région. Et bon, je veux dire, c'était étonnant parce que dans aucun restaurant que j'ai travaillé avant, ça s'est passé comme ça. On avait des fournisseurs qui venaient à la porte, donnaient les caisses et bon, c'était tout. Donc, comment vous avez travaillé votre rapport avec les producteurs autour de chez vous? Parce que si tu veux, et là je peux être une réponse aussi à Paul, c'est que je ne me suis jamais posé de questions quand je cuisine. Moi, je suis un autodidacte, donc je n'avais pas d'école. Je faisais ce que mon cœur me dictait. Je n'ai jamais essayé de plaire. Je suis rentré dans un schéma. Je filais, j'allais tout droit. Bon, parfois j'ai pris des claques, mais donc je me suis posé jamais ces questions de plaire ou de ne pas plaire. Je me rappelle d'une expérience, pour revenir au marché de Rodez. Un jour, il y avait une monte. Alors, il faut savoir que je parle de 40 ans, la production maraîchère, c'était de la production. Plus tu en faisais, plus les fruits ou les légumes étaient gros, mieux c'était. Et je me rappelle un jour, c'était une dame qui aujourd'hui doit avoir 95 ans à peu près, elle est toujours là. Il y avait un gros cajot de mange-tout. Alors, les mange-tout, moi, je les aime vraiment à 3 cm. Et donc, j'étais là, en train de fouiller. Et je suis un grand timide. Et j'y allais avec prudence. Et puis, d'un seul coup, Colette, elle me regarde, elle me fait les gros yeux, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Brasse ?» Alors là, moi, j'étais un peu décontenancé. Et puis, je lui dis bah, « Écoutez, Colette, comment vous les aimez, vous ?» Eh bien, comme vous les triez.
Et comme ça, il est parti un rapport de confiance après, et après, elle me ramassait que des petits. Oui, c'est ça. C'est l'humain, 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 l'humain. L'humain. Oui. Tu as quelque chose à demander, Paul? Oui, Donne-moi un coup de main. c'est pas pour changer mais par rapport à la tradition, je vous écoutais déjà beaucoup la phrase de Jean Cocteau de la tradition est un mouvement perpétuel. Oui, Elle avance, elle elle change, change, elle vit. elle vit. La tradition vivante se manifeste partout. Efforcez-vous de la maintenir à la manière de votre époque. Et ça, j'adore parce que est-ce que c'est une manque de créativité aujourd'hui s'accrocher à la tradition? Parce qu'en Espagne, par exemple, on vient de presque 20 ans de l'avant-garde. Et maintenant, l'avant-garde a fermé son restaurant. Et maintenant, tout le monde fait la tradition, la tradition, la tradition, la tradition. Mais on s'accroche à la tradition, mais on oublie que la tradition, elle change tout le temps. Elle est vivante. Non, mais si tu veux, Paul, alors, mais, moi, je suis d'accord, moi je m'accroche à la tradition, mais moi je pense que je me suis projeté sur les lendemains. Les gros problèmes de ces mouvements qu'il y a pu y avoir, les mouvements que tu as évoqués, et il y en a eu d'autres, hein, c'est qu'on va toujours dans l'excès. On n'a pas la juste mesure, je vais dire la juste raison. C'est ça, c'est tout simplement ça. De tout temps, dans tous les mouvements architecturaux, de peinture, il y a eu des extrémistes. Mais il faut garder juste raison. On ne peut pas quand même ignorer tout ce qu'il y a eu avant. Moi, j'ai une fascination pour la peau de lait. Tu sais, la peau de lait, moi j'ai des souvenirs là-dessus. Quand je revenais de l'école, que maman avait fait cette tartine avec les copeaux de chocolat dessus, rien que de penser à ça, ça me fait saliver. Donc, pourquoi de cette peau de lait, qui était d'ailleurs un produit qui était rejeté, ce n'était pas un produit noble. Aujourd'hui, moi, je l'ai en oubli parce que ça me fait vibrer. Et puis, je crois que dans la cuisine, alors j'aime bien la notion de jeu, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec le chocolat, tu peux t'amuser aussi. Les surprises, tu sais, moi, tu vois, quand j'assaisonne une pièce de bœuf, je l'assaisonne avec du sel fin et du gros. Et sur la pièce de bœuf, il y a les deux assaisonnements qui sont distincts. Parce qu'il y a un assaisonnement qui va te faire découvrir la saveur de la viande, c'est le fin. Et après, moi, j'aime bien avoir un peu de fleur de sel qui est là, qui t'émoustille, qui te titille un peu le palais. Donc, c'est du jeu. Oui, tout à fait. En fait, il a répondu, je pensais, oui, c'est sa cuisine, non? Disons, il y a la tradition, il y a l'avant-garde, et au milieu, il y a autant de choses, mais je pensais que c'était la réponse parfaite pour décrire la cuisine de Michel, non? Disons. Oui, un peu ça. Non, mais la cuisine d'avant-garde, on ne peut pas la renier, elle a bousculé des choses. Oui. Mais il y a eu des égarements. Alors, le gros problème qu'il y a eu par rapport à cette cuisine, c'est qu'il y a les initiateurs, Ferrand et Andoni, et il y en a eu d'autres. Mais après, le gros problème, c'est que quand on est chef de file d'un mouvement, les élèves, après, font des copier-coller qui sont désastreux. Ce que faisait Ferrand, c'est Ferrand. Ce que fait d'autres, je pense à Andoni, c'est Andoni. À quoi bon faire du copier? Garde ta sensibilité et ton expression. Et par rapport à ça, avec le coulant au chocolat, alors, le coulant au chocolat, il voulait trop demander ça. Oui, parce que j'aime trop le coulant au chocolat. C'est le dessert le plus copié au monde. Je sais. On mange le coulant au Kentucky Fried Chicken. Alors, mais ça a évolué beaucoup. Et maintenant, on est capable de manger je ne sais pas s'il y a mieux coulant, mais plus technique, plus bien fait, plus industriel. Mais
mais ça a pris. Qu'est-ce que c'est de faire de créer le coulant de chocolat? Pour moi, c'est plus encore que le Garrigou. Il est plus copié. C'est une icône pop, le coulant au chocolat. Ouais, mais moi j'en suis fier. Alors cette année, il y a eu un Top Chef chez nous, là, qu'a pris Sébastien. J'étais content parce que c'était une reconnaissance de ma création. Alors, ce que j'aime bien dans cette création, c'est que pour en revenir tout à l'heure, on parlait, Paul, des dérives de la cuisine, où c'est la technique qui prenait le pas sur la cuisine. Le coulant était une illustration parfaite, où c'est la technique qui est au service de la cuisine. Il n'y aurait pas eu cette technicité sur le coulant, je ne pouvais pas mettre le coulant en œuvre. Mais la technique, tu ne la vois pas, elle est inconnue. Qu'est-ce qui reste en final? C'est ce chocolat qui sort comme une effluve, qui sent bon. C'est ça. Mais ça, s'il n'y avait pas eu la technique en amont, on ne pouvait pas le faire. Et c'est ce que je veux dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que les jeunes aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des processus techniques qui ont été découverts ou mis en place par des cuisiniers de renom, mais n'oubliez pas que cette technique doit être au service de la gourmandise que vous voulez offrir aux consommateurs, et non l'inverse. Il ne faut pas se servir de la technique pour jouer le cador, c'est-à-dire faire tenir un petit poids sur une carotte à la verticale. Ça, il faut l'oublier. Oui. Il t'a dit? Oui. C'est la technique au service du saveur. Exactement, du goût, du plaisir. Parce qu'à la fin, je pense que c'est ce qu'on veut demander, c'est quoi d'être un cuisinier atemporel, disons. Et c'est qu'aujourd'hui, les coulants, c'est autant détonnant, et les gargouilloux, c'est autant détonnant qu'il fait, je ne sais pas, je ne veux pas dire combien d'années, parce que je ne veux pas dire vieux ou quoi, mais des dizaines d'années. Et c'est encore si moderne. En fait, je parlais avec un mec qui je travaille avec, il disait c'est comme Balenciaga. C'est la couture que ça ressemble, c'est fait aujourd'hui, mais il était fait 200 années après. Qu'est-ce que c'est d'être un icône vivant aujourd'hui? Ouais, mais moi, ça me laisse froid, ça, icône. Non, moi, c'est la reconnaissance, j'en suis fier. Si tu veux, bon, quand tu parles du gargouillou, bon, les deux ont 40 ans à peu près. Hein. C'était dans les années 80-81. Le gargouillou, quand je disais tout à l'heure, Paul, que je ne me suis jamais posé de question de plaire, ça, c'est une illustration totale. Autant le coulant, bon, c'est fédérateur, le chocolat, mais à l'époque, le gargouillou, il est né d'une promenade, enfin, de ma course à pied, où je sentais, c'était bon, il y avait des odeurs, il y avait des textures un peu partout. Et moi, j'habite un pays d'élevage. Qu'est-ce qu'on mangeait chez nous? Du cochon, de la viande, de la pomme de terre, du chou, et que ça. Et quand j'ai mis en place ce... Michel. Bueno, el resto queda a su imaginación. No, vamos a ver si se reconecta. Increíble, increíble. No sé, estoy un poquito alucinada. Yo igual. Paul, di algo. Esto es genial. Oye, pero qué lástima que se haya cortado de todas formas, pero tener a Michel Bras, o sea, Gargouillou, Coulant, hace 40 años, o sea, es del 81. O sea, digo, ¿qué se siente ser un ícono? Me deja frío. Ok, nada. Totalmente, ¿no? Dice, me la pela. Exacto. ¿Qué me estás contando? Es eso, o sea, intentar crear algo para acabar gustando, es que me parece que estoy hablando solo contigo y sé que está viendo gente. Iba a decir más insultos y todo, pero quiero decir, no, ya, palabras es que conmigo fuertes, ¿no? me hablas súper mal. Claro, pero es que me peta la cabeza de decir, o sea, estar vivo, habiendo creado un Gargouillou, un Coulant. Chef. Vous êtes là, Michel? Oui, non, mais bon, il y a eu une coupure de réseau, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas où on en était, oui, on en était au gargouillou, je crois. Oui. Oui, au début, quand je le faisais, il fallait être un peu fou, parce que les gens ne comprenaient pas que je leur fasse manger, soi-disant, de l'herbe ou du légume, voilà. Et donc, je me suis entêté à le faire. Ben, au début, j'en faisais 2 par jour, puis ça a été 3, j'en faisais 10, j'en jetais 8, enfin voilà. J'y ai cru, puis je ne me suis pas posé ces questions, voilà. Donc, il n'y avait pas la notion du business derrière.
Oui, c'est magnifique. On disait, moi, j'ai en jamais fait, fait la cuisine pour. Moi, j'ai toujours fait la cuisine pour m'accomplir dans ce que je ressentais, dans l'écriture que je voulais faire. oui, je pense que c'est en fait ça un message d'illusion et de direction pour les jeunes apprentis, de dire faut garder ta passion parce que c'est comme ça, il peut s'éteindre. et, Ça n'a pas euh, été. et oui, être toi-même. Toi, Paul, tu veux dire un truc? Ouais. Est-ce que vous êtes pâtissier à la base avant que cuisinier? Oui, alors, bon, parce que, alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Paul, moi, je rêvais de faire une carrière scientifique. Et donc, c'est dans la pâtisserie que j'ai retrouvé un peu, si tu veux, cette approche physico-chimique du produit. Donc, je faisais mon petit chimiste, je mettais un peu plus de sucre, un peu moins de farine, un peu plus d'œufs, et j'avais des réactions totalement différentes. Et c'est qu'après que, si tu veux, est venue la notion du salé, parce que moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu 2 garçons à partir de 25 ans, je me suis rendu compte que autour de la table, quand tu préparais un beau plat bien fait, qui sentait bon, puis tu es arrivé à réunir et à créer un climat de bonheur autour de la table. Et c'est là qu'est venue cette approche du salé. Et indirectement, parce que moi, j'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 16 ans. Et donc, c'est comme ça qu'est venu un peu le moyen d'écrire entre le salé et le sucré. Et la technicité que j'avais abordée pour la pâtisserie m'a servi pour le salé aussi. Je me rappelle… La façon de dresser les assiettes sont aussi très pâtissières. Le garillot, le montage, la composition, le rythme. Non? Non. Moi, je vais t'expliquer comment j'ai conçu, au départ, comment j'ai conçu le dressage d'une assiette. Pour moi, le dressage d'une assiette, c'est la page d'un livre. C'est pour ça que moi, j'ai des assiettes qui sont blanches. Et tu pourras te le faire dire par des spécialistes, quand tu ouvres un livre, ton regard se pose à des endroits très précis. Quand sur une assiette, je dessine l'assiette, c'est qu'à un moment donné, je veux que le consommateur aborde visuellement ou tactilement le produit que j'ai mis en exergue. Et partant de là, après, il continue à fouiller l'écriture de la composition. Moi, je suis très attaché à la dressage de l'assiette, comme peuvent l'être les Japonais avec les kebana, si tu veux. Le dressage de l'assiette a une raison d'être. Il a un fondement. Il n'est pas uniquement graphique. C'est comme tout à l'heure, la cuisine, je la veux technique, mais je ne veux pas qu'elle transparaisse. Le dressage d'une assiette est réfléchi, pensé, mais je ne veux pas que ce soit une assiette pour de l'image. Tu as saisi la notion? Bon, vous êtes trop fort. Les chats, oui, il est trop fort. Les chats, en fait, est on fire. Je ne sais pas comment on dit on fire. C'est ainsi. Les gens, ils sont là. Ouais, Michel, on peut plus, on vous aime. Franchement, beaucoup de messages. En fait, c'est ça que je regarde ici. Beaucoup de messages d'admiration, de remerciements, de fascination. Merci beaucoup pour toutes les idées que vous avez partagées avec nous aujourd'hui, Michel. On a fait notre meilleur boulot d'être un peu, d'essayer de vous rattraper. Désolée pour nous répéter un petit peu, mais c'était vraiment un plaisir pour moi et je parle peut-être pour Paul aussi. Un total plaisir et responsabilité d'être avec vous ce soir. Et bon, je pense il me dit qu'il faut le finir là. Ah bon? Oui, pardon. Moi, j'ai pas fini. Hein. Non, je rigole. Bon, tu le demandes son numéro de téléphone, t'es là, Michel. J'ai réfléchi à un truc, en fait. Alors, alors, je vais vous citer une phrase aussi, parce que moi, je lis beaucoup. C'est une phrase d'André Gide, qui date de 1890, je ne sais pas quoi il dit. Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison. Tu as saisi? Allez, Merci ça sera beaucoup. le mot de la fin. Allez, je vous embrasse.
Merci beaucoup, Michel. Allez, à bientôt. Ciao.